Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais m'attaquer à un style où on a tendance à représenter les choses dans un iceberg pour terminer dans les bas-fonds de l'iceberg et dans les parties sombres où on peut retrouver des choses qu'on ne connaît pas et qui peuvent potentiellement nous traumatiser ou nous faire quelque chose sur notre mental. Aujourd'hui, on va s'attaquer à les deux premières parties d'un iceberg de films d'horreur que j'ai sélectionné sur Reddit. J'espère que cette vidéo va vous plaire. J'essaie de faire quelque chose qui soit différent de ce que j'ai l'habitude de faire et j'espère que cette vidéo vous plaira. Avant que cette vidéo ne commence, il me semblait important de revenir sur aussi un petit point. La vidéo va aborder des thématiques assez choquantes. Donc si vous ne voulez pas voir ces parties-là, je mettrai un timecode pour que vous puissiez éventuellement passer cet espace. Mais voilà, tout ça pour vous dire que même si on n'aborde pas le sujet de la pornographie en lui-même, il y aura potentiellement des scènes de viol dans les films qui seront cités. Surtout sur les Rape and Revenge. Donc de toute façon, ça c'est un style aussi dont nous allons parler dans l'iceberg. C'est parti, allons à la surface. On peut très vite remarquer dans la première partie de l'iceberg, il y a beaucoup de films qui font partie de la nouvelle génération, mais aussi des films de la génération Y, comme si chaque style de film avait évoqué quelque chose de nouveau chez le spectateur. Par exemple, on va parler rapidement, mais on va pas s'étaler sur le projet Blair Witch, qui à l'époque révolutionnait le found footage, alors qu'il avait clairement pas été inventé par le projet Blair Witch. Il faut savoir que le premier film à avoir utilisé la technique du found footage est un film datant des années 50 appelé Le Traité de bave et d'éternité, film qui fut notamment scandale au Festival de Cannes en 1951 et qui a reçu le prix des spectateurs d'avant-garde. Académique qu'on appelle Hollywood, l'URSS ou l'Italie. Tous les imbéciles du monde, unissez-vous. On a aussi deux grands films qui font partie d'un grand réalisateur, Alfred Hitchcock. On a Les Oiseaux. Il y a certains spectateurs qui ont certainement développé l'ornithophobie. C'est la peur des oiseaux. Et moi, clairement, je pense avoir cette peur bleue des oiseaux. Non, c'est pas des oiseaux en eux-mêmes que j'ai peur. J'ai une peur bleue des pigeons. Oui, je vous assure. Je ne peux pas passer par un chemin où il y a une émeutée de pigeons. C'est impossible pour moi. Je suis comme tétanisé, je suis pris de panique. Et non, vraiment, j'ai peur des pigeons. Pour moi, ils représentent, alors je sais pas si c'est leur aspect dégueulasse ou qu'ils prennent pas soin d'eux ou quoi, mais j'ai vraiment une peur bleue des pigeons. Voilà, je sais pas, c'est peut-être leurs yeux, je sais pas. Après, en vrai, faut savoir que pour moi, je trouve que Les Oiseaux a très mal vieilli. Je trouve d'ailleurs les effets spéciaux un peu datés pour ce film. Et je dirais que oui, en effet, c'est un film qui peut marquer un traumatisme, mais je pense chez un jeune public ayant vécu dans les années 80, dans les années 60, parce que je pense que même à cette époque-là, on faisait certainement des films qui étaient un petit peu mieux au niveau des effets spéciaux et au niveau des effets visuels. Après, il faut savoir que Les Oiseaux n'est pas le film de référence d'Alfred Hitchcock. Je vais plus me baser sur Psychose, qui est justement le film qui suit après Les Oiseaux dans cet iceberg. Psychose m'a plus terrorisé dans le sens où... je sais pas si c'est la musique de Bernard Herrmann qui m'a totalement glacé le sang, ou si c'est... la folie pure et dure du personnage de Norman Bates. Je ne sais absolument pas qu'est-ce qui m'a le plus terrifié dans ce film. Même à l'idée de me dire que le personnage, alors j'ai plus son prénom en tête, mais c'est l'une des premières personnages qu'on va suivre et
qui va finir par mourir au bout de 45 minutes de film. Et oui, en revoyant ce film aujourd'hui, j'ai une part de frustration en moi, mais qui me dit, mais pourquoi ça n'a pas été la personnage principal? Parce que ce n'est pas elle, le personnage principal. C'est Norman Bates et sa mère. Voilà. C'est ce qui va autour n'est qu'une alimentation de la folie de sa psychologie, en fait, au mec. Et c'est ça, je pense, qui est terrifiant en Psychose. C'est de voir justement des personnes qui veulent se servir de ta psychologie pour, en fin de compte, te détruire et t'amener dans un piège. Et c'est ce que Norman Bates réussit parfaitement à faire avec ses victimes. Pour la petite anecdote, il y a mes grands-parents qui me disaient à l'époque, quand ils étaient allés voir Psychose, que arrivé à la scène de la douche, lorsque le tueur ouvre le rideau de douche, les spectateurs hurlaient. Ils flippaient littéralement leur race. Et je trouve que c'est ça ce qui est drôle, c'est que chaque génération aujourd'hui, et ben quand on va voir si on voit ça aujourd'hui, et ben on va plus être dans un état à rire, en fait, à vouloir toujours chercher l'extrême. Alors que justement à l'époque on faisait partager cette peur qui pouvait certainement glacer le sang de certains spectateurs. Donc en vérité, chaque génération a sa manière de s'exprimer. En 1975, il y a un film qui a littéralement tout explosé au box-office. Un film à 9 millions de dollars. J'ai nommé Les Dents de la Mer. Bon, pour ceux qui sont pas contents, j'ai nommé Jaws. Quel accent pourri j'ai. On comprend pourquoi le film a développé autant de peur chez le spectateur. C'est de se savoir en sécurité sur une plage un soir d'été et d'un coup d'aller décider de se baigner et de se retrouver gobé par un requin en essayant d'appeler à l'aide, mais malheureusement il est trop tard. On est noyé et mangé. Les bases, dès la scène d'introduction, est plantée et a développé la peur d'aller se baigner, certainement. Mais après, c'est vrai que ce film m'a marqué à un certain degré. Mais en vérité, je vois plus ce film, pas comme un film d'horreur, mais plus comme un film d'aventure, qui prend un autre cap à un moment donné. Et je suis plus dans l'horreur. Je suis dans l'aventure, donc indirectement, c'est pas un film, moi, qui m'a marqué. On peut retrouver ici It, donc ça, le clown. Je parle de la version du téléfilm. J'ai dû voir 1 heure et demie, et c'est pas un film. Enfin, pour moi, c'est un film que j'ai découvert trop tard, en fait, parce que j'ai eu plus d'attache à voir le remake, même si la deuxième partie, je l'ai jamais regardée entièrement parce que je la trouve clairement ennuyeuse et forcément sans saveur. Mais cette version de la première version, honnêtement, il ne m'a pas du tout transcendé. Au jour d'aujourd'hui, les films vont plus se tourner vers des films un peu paranormal, comme un style très James Wanien. Donc à la Insidious, à la Conjuring, à la Annabelle, même si c'est pas lui qui l'a écrit, il est quand même responsable de cette franchise de Conjuring. Et justement, Insidious et Conjuring font partie de cette partie émergée de l'iceberg. Après, il y a aussi le premier film de James Wan, donc So, qui est aussi présent dans la liste, mais je pense pas que ce soit utile qu'on revienne sur ce film, parce que ce film, si je devrais dire quelque chose, c'est simplement que c'était pour le voir que c'était une difficulté, parce qu'à l'époque j'ai loué dans un vidéoclub
Et du coup, c'était avec la carte Vidéo Club de mes parents. Le mec, je connaissais, je m'entendais bien avec lui. Et du coup, il m'a autorisé à ce que je lui prenne en location Saw. Si tu passes par là, je te fais une dédicace d'ailleurs. Dans cette partie de l'iceberg, il y a beaucoup de films de la génération Z. Après, même si on a cité quelques-uns, rapidement, on a aussi Vendredi 13, qui est présent dans cette liste, qui moi ne m'a clairement pas marqué. En vérité, j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient un petit peu datés, et je pense que c'est le fait de l'avoir découvert, c'est ma seule excuse, de l'avoir découvert vraiment trop tard, parce que c'est vraiment un film qui me fait ni chaud ni froid. Il y a aussi Halloween de John Carpenter, donc évidemment on retiendra la toute première scène du film. On a le meurtre, la scène qui se filme en point de vue subjectif de Michael, et je trouve cette scène incroyable parce qu'elle nous place dans un contexte d'accompagnement et presque de voyeurisme. Et je pense que à l'époque, faire ce genre de choses, c'était réussi de leur part, quoi. Après, comment je pourrais pas te citer L'Exorciste de William Friedkin. Ce film est un monument du cinéma d'horreur. Pour moi, c'est une réussite totale. Et l'ambiance du film est ultra angoissante avec Pazuzu, tout ça. Non, honnêtement, c'est un film qui m'a vraiment pris aux tripes. Et même après, de savoir tous les secrets qui se cachent derrière ce film, parce que il y a évidemment beaucoup de secrets qui tournent autour de ce film. Mais voilà, je sais qu'il y a une séquence par exemple où on a la mère de la fille qui se fait exorciser, qui se retrouve, qui se fait prendre des baffes par le démon, et puis je crois qu'il y a une vraie claque en fait qu'elle se prend, et puis elle s'éclate le dos. Après, il y a d'autres histoires autour de ce film, mais je vous invite fortement à vous renseigner et puis à voir les différentes choses qui se cachent derrière ce film. Il y a en réalité peu de films qui m'ont marqué dans cette première partie de l'iceberg, simplement parce que je voulais procéder par élimination et me dire quel film répond le mieux à ce que moi, spectateur, aujourd'hui je demande. C'est vrai qu'à l'époque, si j'avais fait mon iceberg il y a peut-être 15 ans, j'aurais certainement mis Conjuring et certainement Conjuring, ce genre de film. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas des films que je vais mettre, simplement parce que j'ai atteint une certaine exigence au niveau de la réalisation. Après, je dis pas que Conjuring est très mal réalisé, mais simplement où il faut qu'il y ait un scénario et des enjeux importants à l'histoire. Du coup, je vais vous parler du film qui, pour moi, se retrouve au-dessus du lot de tous ces films-là et qui transcende l'ensemble de ces films. Ce film raconte l'histoire d'un mec qui est haut placé au niveau de la société, qui a un boulot qui lui rapporte beaucoup d'argent. Et le jour de son anniversaire, son frère veut lui faire une surprise. Et du coup, c'est un jeu de piste qui lui offre. Déjà, il lui passe une carte de visite. Et puis il dit, il faut absolument que tu appelles ce numéro. Et par la suite, le personnage va avoir énormément de rebondissements au cours de sa quête, si on peut dire ça comme ça. Et si le film m'a autant traumatisé, c'est pour ça. On a cette espèce de clown qui se trouve dans une maison gigantesque. Et ce clown vous observe. Vous allumez la télévision et vous voyez votre image sur la télévision.
L'idée même de me sentir observé est une chose qui me fait extrêmement peur. Et ce film-là m'a littéralement terrifié. Même si je sais que je l'ai découvert pas... J'ai découvert, je pense que j'avais 17-18 ans. Et quand j'ai découvert ce film... Waouh. La musique du film est excellente. Howard Shore à la composition, qui a pu faire aussi la musique des Infiltrés. Il a aussi fait After Hour. Et pour moi, c'est un excellent compositeur qui habille parfaitement les images de David Fincher. Et le lien qu'il y a entre Sean Penn et Michael Douglas, c'est un lien fraternel qui est brisé, qui, nous, spectateurs, on peut se sentir facilement identifiable. C'est vrai qu'il y a certaines scènes, une scène en particulier qui m'a mis dans une situation de malaise. Mais au point où j'étais presque, où j'assistais à la scène, sans même rien faire, et en étant là à regarder. La perversion, du voyeurisme. Ouais, c'est les sentiments que j'ai eus en voyant The Game. Et voici la fin de cette première partie sur la partie visible de l'iceberg. Eh bien, je vous invite à enfiler vos lunettes, votre maillot de bain et votre tuba. Nous allons plonger à la surface. Pour cette liste, il va y avoir énormément de films qui m'ont marqué, que ce soit sur la réalisation ou que ce soit sur le mental. Des films qui, au jour d'aujourd'hui, me suivent toujours. Si ce film, en fait, m'a perturbé, c'est la violation de la vie privée. Il y a cette scène où on a les cannibales qui arrivent dans la caravane et ils se mettent à littéralement humilier la famille. On a la mère, la fille, et on a en plus de ça le bébé de la fille de la mère. L'arbre généalogique est pas très clair, mais au moins il est donné. Il se passe des choses horribles dans cette scène et je crois que d'ailleurs ce film-là, j'ai certainement dû le louer au vidéoclub aussi. Donc encore grosse dédicace. Et ce qui rejoint un peu le style, un peu à la Home Invasion. Donc on a des gens qui s'introduisent chez les gens pour généralement ils foutent la merde. Il y aura certainement des films de Home Invasion qui seront dans cette liste, mais ce sera un petit peu plus dans les bas-fonds de l'iceberg. Mais si à l'époque d'un grand réalisateur visionnaire comme Stanley Kubrick, Alex ne ferait-il pas son apparition sur la toile de ces films qui nous ont traumatisés lorsqu'on était plus jeunes? Je veux bien sûr parler de Orange Mécanique. Je crois que dans l'ensemble de la filmographie de Stanley Kubrick, c'est un des films que je prends plaisir à voir et à revoir. Non pas que j'adhère à toute la violence qui en découle dans ce film, mais je sais pas, je suis pris par le visuel, je suis pris par la musique, tout m'envoûte dans ce film. Cette partie où on a Alex qui déambule dans les divers petits magasins et qu'on a la caméra qui le suit en travelling, je trouve ça magnifique. Et la composition, la lumière, tout est parfait. Et même dans les scènes les plus dures à voir visuellement pour nous spectateurs, c'est notamment la scène où ils vont demander de l'aide à une famille. Alex est un adolescent qui va semer le chaos et la zizanie avec ses 4 droguises dans un futur plus ou moins proche du nôtre. Alex va se faire arrêter par la police et il va subir une sorte d'expérimentation contre la violence, contre tout ce qui est le déni de quelque chose de mal. Ils vont en faire
un saint. Anthony Burgess rédige un roman d'anticipation sur la violence et le cynisme de la jeunesse dans une société future. D'après l'écrivain lui-même, le titre provient d'une vieille expression de la classe ouvrière populaire. His eyes clear as a clock orange. Il est bizarre comme une orange mécanique. Expression pour désigner quelqu'un de bizarre ou proche de la folie. Alex est interprété par Malcolm McDowell, un jeune acteur anglais de 27 ans qui est en pleine révolution baba cool. Il disait vouloir changer le monde, évidemment sans fusil, mais en manifestant. Nous étions naïfs, affirme-t-il, et Kubrick lui a fait une cure pour lui enlever tout l'ensemble de sa naïveté. Ok. Et par rapport à la popularité que avait Stanley Kubrick au sein de ses acteurs, à les malmener, à les maltraiter pendant les tournages, Malcolm McDowell en détient un souvenir plutôt mitigé. D'ailleurs, pendant le tournage, Stanley Kubrick passait la 9e symphonie de Beethoven en boucle sur le tournage. Ouais, ça devait pas être facile tous les jours avec Kubrick, hein. Et quand le film arrive en salle, évidemment, le scandale éclate. Parce que le film est ultra violent. Pas comme un film d'action, mais comme quelque chose de plus subtil, de beaucoup plus pernicieux. C'est du Kubrick, c'est du scandale. Alors bon, oui, le film, à son époque, a fait scandale. Et si des gens ont reproduit des atrocités en se basant sur les faits d'Orange Mécanique, et que la société, justement, juge Orange Mécanique en étant « oui, c'est ultra violent, etc. » Mais est-ce que la politique ne devrait pas plus se tourner sur le message que ce que Orange Mécanique a envie de nous faire transparaître? Est-ce que la politique se fera punir pour ça? Parce que c'est là toute la puissance d'Orange Mécanique. C'est que le message n'est pas « oui, la violence c'est génial ». Non, c'est la politique qui est la principale violence de ce film. Parce que oui, beaucoup de gens vont retenir les scènes de violence, les scènes de viol, mais merde, ce n'est pas le message du film. On va pas accuser Martin Scorsese de nous faire l'apologie de la drogue dans le Loup de Wall Street. Un peu de logique. On veut nous transmettre un message de prévention, comme le fait Orange Mécanique, mais sur la politique qui se sert des uns et des autres pour en fin de compte, en faire des amis que tu finiras par planter dans le dos. Je trouve que la caméra de Kubrick est vraiment exceptionnelle et arrive à nous mettre dans le bain, mais dès le premier plan du film. J'adore Orange Mécanique pour ce qui me fait transparaître. J'adore Orange Mécanique parce que je trouve la réalisation magnifique. J'adore Orange Mécanique parce que les musiques sont géniales. Merde, j'adore Orange Mécanique. Et c'est avec cette magnifique transition que nous allons passer au film suivant. J'ai eu un immense malaise lorsqu'on m'a fait voir ce film. Maman, si tu passes devant cette vidéo, ce film m'a traumatisé quand j'étais plus jeune. J'ai dû le voir très jeune. J'ai dû le voir à 10 ans. Et c'est un film qui est resté ancré dans mon esprit et je suis fasciné par le body horror. Mais là, clairement, on n'est pas sur du body horror. Parce qu'on a affaire à des personnages qui sont dans un cirque et qui ont des malformations. Je dis ça en rigolant, c'est pas du tout drôle. Mais c'est un film qui m'a profondément mis mal à l'aise. Et quand j'ai écrit justement cette vidéo, j'ai découvert que ces hommes et ces femmes avaient de réelles déformations à cause de la Seconde Guerre mondiale. Ça m'a tout de suite refroidi. Parce qu'a priori il y a eu un scandale autour de ça et que les comédiens n'ont pas été bien payés. Et il s'avère qu'il a obtenu son film, sa place de film culte dans les années 60. Cette histoire me fascine et ça me terrifie encore plus de redécouvrir ce film. J'ai beaucoup de mal à revoir ce film. Il y a aussi notamment plusieurs films qui font hommage justement à Freaks,
avec cette scène dans le Wall Street où ils sont tous autour de la table à gueuler We never saw one of us. We never... Puis, voilà, petit clin d'œil à Freaks. Et puis il y a d'autres films aussi qui ont parodié justement Freaks. Et on a aussi quelques séries qui ont aussi parodié ce film. Et c'est des séries et des films que vous avez certainement dû voir sans forcément repérer la référence. Donc voilà, c'est cadeau. Ici, pour ce film, Ari Aster ne se cacherait pas derrière la caméra. Bon, il n'y a pas beaucoup de films. Il y a Hérédité, Midsommar. Les deux sont dans la liste. Et celui qui m'a le plus traumatisé, c'est... Ce film a été clairement un cauchemar. Il m'a fallu 3 visionnages pour que je voie ce film en entier. Ce film me tétanise de peur. Même l'idée de voir la version longue de ce film me terrifie. J'ai très envie de le faire, mais ça me terrifie. En gros, pour vous faire le résumé du film, pour ceux qui ne connaîtraient pas Midsommar, c'est une bande d'amis qui décident d'aller dans un endroit paumé pour se rendre dans une secte avec des sectaires qui font des sacrifices dans le plus grand des calmes parce qu'ils sont situés en pleine campagne. Et tu te retrouves prisonnier sans forcément de porte de sortie. Ce film m'a glacé le sang. Je vous le dis, ce film m'a vraiment glacé le sang. Et malgré la beauté visuelle de ce film, dès le premier plan, on est transposé dans une maquette. Notre œil n'est pas habitué à voir ce genre d'image. Et c'est très étrange la sensation que j'ai eue parce que je me sentais minuscule face à mon écran qui était plus grand que moi. Et ce qui apporte extrêmement au niveau de l'ambiance du film, c'est sa musique atmosphérique et terrifiante à souhait, qui parfois arrive à prendre un léger ton, genre de petit film de fantasy, alors que t'es en train de voir littéralement des gens se faire éclater le visage à coups de maillet. Et ça, c'est ressenti, évidemment, c'est montré. Mais on assiste à des suicides aussi. Des rituels qui sont très durs à voir. Et c'est vraiment ça qui m'a dérangé, parce que on est dans une ambiance d'un film qui dure quand même, je crois, plus de 2h30. Et l'ambiance du film est pesante. Et elle m'a vraiment mis mal à l'aise. Et je crois que la première fois que j'avais vu le film, j'avais arrêté au bout d'une heure. Au bout d'une heure, j'en pouvais plus. Je crois que même au bout de 45 minutes. Mais c'est vraiment un des films qui m'a le plus terrifié. Alors il y a aussi des films qu'ils ont tirés de faits réels, comme par exemple Elephant, que j'ai revu ce soir pour l'occasion, en me disant mais qu'est-ce qu'il pouvait y avoir d'aussi choquant. Alors Elephant, c'est un film qui va retracer la tuerie qu'il y a eu à Columbine, et c'est un film très métaphorique. Il n'y a pas d'attache au niveau des personnages qui déambulent dans ces couloirs d'école, de lycée, et sans savoir ce qui va forcément se passer, et jusqu'à ce que ça arrive, et ben c'est le chaos. C'est le chaos, mais c'est littéralement le chaos. Après, si je pouvais y mettre une petite critique, même si j'ai pu faire la critique du film, évidemment il y a le lien qui s'affiche si vous voulez aller voir la vidéo. Puis d'ailleurs ce qui est dit dans la vidéo, même si la vidéo date un petit peu, et ben c'est toujours les mêmes propos que je tiens. Et ben pour moi le film commence au bout de 45 minutes. Il commence clairement au bout de 45 minutes. Je trouve que ce qui se passe avant n'est pas forcément intéressant en soi.
Alors peut-être que je vais me mettre des cinéphiles à dos, attention. Mais c'est aussi ça le risque. C'est de se dire que chaque critique est différente selon les gens. Mais j'ai trouvé ce film un peu chiant si on l'analyse pas. Mais j'ai trouvé captivant quand on l'analyse. Parce qu'il y a beaucoup de choses... voilà, on associe elle, par exemple, parce que le film commence avec un fond blanc, avec un espèce voilà, de nuage pour évoquer presque le paradis. Et plus on avance dans le film, et plus en fait ce paysage en fait se détruit par un mauvais temps. En fait, en voyant ce film, je me suis dit, mais je pense que Gaspard Noé aurait très bien pu réaliser ce film. Et d'ailleurs, on va parler de Climax. Climax, on va en parler très rapidement parce que, bon, c'est un film qui est vraiment très dérangeant en lui-même. Il est très beau visuellement, en tout cas. Il est magnifique. Et oui, en fait, on assiste à une bande de danseurs qui ont fini leur répétition et qui vont faire la fête. Et quelqu'un a mis de l'LSD dans la sangria. Et du coup, tout le monde commence à devenir parano, tout le monde commence à péter les plombs. Et la caméra de Gaspard Noé... évidemment, comme dans l'ensemble de ses films, presque tous ses films, on a la caméra qui est tranquille, qui est stable, et puis qui après te fait des retournées, des loopings de caméra, des plans de fou. Et honnêtement, c'est ça qui m'a déstabilisé, qui m'a donné un côté malaisant au film. C'est que vraiment, on a cette sensation de voler et puis presque d'assister à la soirée et puis de se dire mais chaque réaction de personnage est complètement con, mais qu'est-ce qu'on ferait sous les LSD en fait nous. Alors on a des scènes vraiment très dures à regarder évidemment. Une des personnages qui enferme son enfant dans un compteur d'électricité. Il y a les plombs à un moment donné qui sautent pendant la soirée et tout le monde est là en train de dire ouais c'est ton gamin qui a grillé et c'est ma lampe pour le coup qui a grillé, je suis désolé. Alors je suis désolé, j'ai eu un petit bug au niveau de mon éclairage. plus de batterie sur la LED. Du coup, ça annonce aussi la fin de cette première partie de l'iceberg. La deuxième partie arrivera d'ici quelques semaines, le temps que je l'écrive et le temps que je la mette en place. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît et que je prends beaucoup de plaisir à faire. Beaucoup plus en tout cas qu'une critique simplement de films, parce que j'aime bien parler de plusieurs films. Et même si là on n'a pas parlé de tout, forcément les films présents dans l'iceberg, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le premier film d'horreur qui vous a trauma. Ce serait, je pense que ce serait intéressant de voir les différents traumas que les gens ont pu connaître. Pour ma part, ça a été Jeepers Creepers, parce que c'est l'un des premiers films d'horreur que j'ai vu aussi, que j'ai vu à l'âge de 10 ans d'ailleurs, et Jason X, si même il est considéré comme un film de merde. Moi, comme c'est l'un des premiers films d'horreur que j'ai vu, il est pas bon, et je prends un peu de plaisir à le voir, quoi. C'est un petit péché coupable. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et puis n'oubliez pas de prendre soin de vous, et à la prochaine. Ciao.